La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est. La paix! Non! La guerre! Chers amis, bonjour et bienvenue au cinéma Richelieu. Je suis Abba, le monteur du Cercle Richelieu. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle émission hors série. Alors, comme son nom l'indique, nous parlerons de cinéma en général, mais de cinéma français en particulier. Pour ce faire, j'accueille l'homme qui est à l'initiative de cette émission. Castellan, bonjour, comment tu vas? Salut Abba, bonjour à tous nos auditeurs. Comment vas-tu Abba? Ah ben moi, il fait beau dehors, tu vois, et puis on est enfermé pour enregistrer cette émission, mais tout va bien, je suis content, tout va bien. Super. Alors, on verra par la suite si nous persistons dans ce format. Alors tout dépendra de l'accueil que vous en ferez, bien évidemment, mais aussi du temps de production et de post-production que ça va nous demander, hein, parce que l'agenda, il est déjà bien rempli. Sans plus attendre, Castellan, on attaque. C'est parti. Alors on va vous parler aujourd'hui du film du Puy du Fou, Vaincre ou mourir. Alors, j'aimerais commencer par te poser une question, Castellan. Est-ce que c'est un film pleurniche, on a beaucoup souffert, tout ça Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait non, pas du tout, je ne crois pas. C'est un film qui certes a de l'émotion, qui certes pose des questions, notamment sur tel ou tel prisme de lecture sur des événements historiques, mais pleurniche non, par rapport à d'autres films, on va dire, qui ont ce côté historique, comme Indigène par exemple, hein, qui est un peu le cas d'école. Non, clairement pas, Vaincre ou mourir, au contraire, est très sobre de ce point de vue-là, et c'est pas un mal. Et toi, est-ce que tu penses que c'est un film pleurniche? Alors, pas du tout. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai particulièrement appréciée dans ce film, c'est justement la mise en avant de l'héroïsme de Charette et puis de son armée de paysans. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin c'est quelque chose qui, enfin moi j'ai trouvé ça très plaisant justement et même assez présent, on va dire dans le film, cet héroïsme de tous ces gens qui défendaient leur façon de vivre, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait, et puis même dans le cadre du film en lui-même, au-delà de ce qu'il raconte, il y a vraiment quelque chose, je dirais presque de l'ordre de l'artisanal, tu vois, le produit bien fait qu'on aime bien, quand, genre le vieux meuble, tu poses ta main dessus, t'as de la patine, etc. Il y a un peu cette sensation-là quand on regarde ce film, et l'héroïsme, ça va dedans parce que justement, c'est un meuble qui est joli et qui est bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, il y a une autre chose que j'ai aimé, moi, mais vraiment, c'est d'une part les costumes, les maquillages, qui sont vraiment très bien faits. Alors c'est vrai que toute l'équipe des maquilleuses et compagnie, alors elles ont fait un boulot, mais phénoménal. Alors, il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la chorégraphie des cascades et des combats. Alors là, grand chapeau aux deux coordonnateurs des cascades, qui sont Maxime Herriot et William Suquet. Ils ont fait un boulot extraordinaire. D'ailleurs, même les acteurs eux-mêmes le reconnaissent. Donc, alors je sais pas ce que t'en penses. Toi. Tout à fait. Hein. C'est l'école Puy du Fou. Hein. Je veux dire, Hugo Becker, par exemple, il y avait une émission que nos auditeurs peuvent retrouver sur YouTube, sur la chaîne du Figaro, où en fait, un des journalistes du Figaro vient poser des questions autour du film et de la polémique du film, hein, que nous allons aborder plus tard. Hugo Becker disait que l'équipe du Puy du Fou, donc c'était d'une qualité monstrueuse et que c'était des gens extrêmement passionnés par ce qu'ils faisaient, quoi. Que la costumière, elle passait des nuits entières à retoucher les costumes et que pendant 18 jours, le temps de tournage, les petites mains, pour ainsi dire, ça a pas arrêté. Plus la semaine ou les 2 semaines, les 15 jours précédant le tournage, où les acteurs ont été pris en main par les cascadeurs. Pour monter à cheval, pour tout ce qui est le combat d'époque, etc. Non, on voit la professionnalisation du Puy du Fou, puis la patte, l'école Puy du Fou, quoi. Ah oui, complètement. Aussi dire. Ouais, complètement. Ouais. Alors, il y a une autre chose que j'ai aimé. Alors là, je vais être en complet désaccord avec Christopher Land qui a fait sa critique. Alors critique que j'ai vue d'ailleurs avant d'aller voir le film, c'est l'étalonnage du film, c'est-à-dire la colorimétrie du film. Moi, je l'ai trouvé très en corrélation, on va dire, avec les ambiances et les scènes. C'était effectivement un léger filtre assez bleuté qui, dans les codes du cinéma, évoque tout ce qui est tristesse, tout ce qui est froid, tout ce qui est voilà. Et c'est quelque chose qui était suffisamment prononcé, mais pas trop. Hein, c'était pas du Ridley Scott. Voilà, où il met un filtre bleu qui évoque le froid dans le désert de Palestine. Tu vois de quel film je parle, Castellan? Je crois, ouais. Voilà. Donc bon, il y a des belles images, certes.
toute la beauté du cinéma, justement, c'est de donner du spectacle sans que non plus ce soit trop exagéré. Quand voilà, faut qu'il y ait des cohérences, tu vois, par exemple, on parlait de justement de la colorimétrie, ben, on peut penser au Napoléon d'Abel Gance, tu vois, où justement t'as des filtres qui sont marqués, etc. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai que la colorimétrie dans Vaincre ou mourir, j'ai trouvé qu'elle était pas... C'est pas choquant. Alors, le montage, on va commencer à en parler, mais enfin, moi, j'ai 2-3 choses qui ne m'ont vraiment, mais alors absolument pas plu du tout. Mais ça reste quand même une prouesse, je vous dirai tout ça tout à l'heure, mais je veux d'abord tirer mon chapeau à 4 personnes de l'équipe technique qui sont Alexandre Jasmin, qui est en fait le directeur de la photographie. Moi, je trouve la photographie vraiment magnifique. Je pense que c'est lui qui est à l'origine de la direction menée à l'étalonnage, justement. Mais aussi à Tao Delport, Jocelyn Belseur et Sam Briand, qui sont les 3 monteurs du film. Et ben, ça me permet de faire la transition sur justement le montage et aller voir ce qui ne va pas. Enfin, moi, ce qui ne m'a pas plu d'un point de vue technique, parce que c'est un petit peu plus ma partie, on va dire. D'une manière générale, ce que je n'ai pas aimé, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre un docu-fiction, enfin un documentaire fiction et puis un film. D'ailleurs, il a été conçu dès le départ et tourné dès le départ, écrit dès le départ, comme un docu-fiction. Et c'est au bout de 18 jours de tournage, et une fois le montage terminé, que Studio Canal leur a dit « Bon, ben c'est quand même pas mal, vous pourrez en faire un film ». Alors, c'est flatteur, certes, mais le problème, c'est que d'un point de vue technique, il faut refaire des coupes, il faut peut-être rajouter des plans, enfin je sais pas ce qui a été fait très exactement, mais je soupçonne qu'il y a eu un branle-bas de combat au niveau de l'équipe technique pour remanier un petit peu le film de façon à ce qu'il colle un petit peu plus au grand écran, d'autant plus que bon, au départ il doit être diffusé sur Canal+, donc bon, ce sont 2 montages différents, et c'est ce qui a fait que je sais pas ce que t'en penses, Castellan, mais j'ai trouvé que l'histoire elle allait vraiment trop vite, quoi. C'est-à-dire que par rapport à ce dont on a l'habitude de voir, tu vois, on va prendre un exemple qui est un peu le contre-exemple de ce que le Puy du Fou a fait. Tu prends un film comme Kingdom of Heaven de Ridley Scott, où justement ils prennent le temps de présenter les personnages. Là, en fait, il y a une concentration uniquement sur Charrette, le personnage qui est incarné par Hugo Becker. Alors, on a un début d'attachement aux autres personnages, mais en fait, très vite, le film, c'est vrai qu'il va très très vite. Il fait 1h30, je crois, quelque chose, dans ces eaux-là. 1h40, je crois, quelque chose comme ça. Oui, voilà, c'est à 10 minutes près dans ces eaux-là, et on tourne autour d'1h30, 1h40, voilà, c'est ça. En 1h40, pour un film de cette ampleur, je veux dire, tu regardes un Kingdom of Heaven, tu regardes même je suis sûr que le Napoléon qui va tourner là, qui l'a tourné Ridley Scott et qui va sortir cette année, ça va être la même, c'est des films de 2 heures, de plus de 2 heures, enfin voilà, c'est bien que je trouve que par exemple pour les plans qu'ils ont pris de paysages où ils ont utilisé des drones, je trouve que c'est des plans qui esthétiquement ont quelque chose. Ouais, mais maintenant sur la rapidité du film, en fait, tu pars tout de suite. Alors ils arrivent à mettre des moments où t'as plus des moments de calme et les personnages sont dans des interactions où il n'y a pas spécialement d'action à proprement parler. Mais je pense que le film aurait au moins gagné ils auraient fait un reshoot d'une demi-heure supplémentaire pour faire quelques plans et ça aurait pu servir le film. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, tu parlais tout à l'heure des plans de drone, plans de paysage. Effectivement, il y en a qui sont présents, mais je trouve qu'ils sont pas assez présents. Du moins, ils ne rythment pas ou ils ne ralentissent pas assez le film. D'ailleurs, à ce propos-là, moi, j'aurais bien vu une introduction, parce qu'il y a une autre chose qui pêche aussi dans le film, c'est une faiblesse dans la mise en contexte de l'histoire. Moi, j'aurais bien vu une introduction du style 1789, la Révolution éclate à Paris, 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est décapité. Ça sera peut-être quelque chose qui mette... Le coup du 21 janvier, ça sera peut-être pour un remastering du film dans quelques années, on verra. Mais oui, c'est possible. Mettre une chronologie. Voilà, oui. tu vois, mettre une chronologie avec une voix off qui sera un arrière-plan d'images de la Révolution, tu vois, pour vraiment mettre les personnes dans le contexte. C'est d'ailleurs, je crois, le piège entre guillemets qui a été de passer du docu-fiction au film, où effectivement on n'a pas scénarisé
ces scènes-là, pour que ça soit réellement un film. D'autant qu'en ouverture du film, ce qu'on voit, c'est pas le film en lui-même, on voit les historiens. Oui, tout à fait. Qui eux placent le contexte, mais comme si c'était tourné pour un docu-fiction au final. C'est un film qui a comme on dit, le cul entre deux chaises, et en fait, il a un peu les péchés des deux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Au final, à bien y réfléchir, je le prends vraiment pour un documentaire fiction très très bien fait. Plutôt qu'un film, en fait. Ouais. Alors c'est peut-être un biais que j'ai, évidemment. Non, mais après, quand tu regardes, c'est un film qui a vraiment pas spécialement été beaucoup aidé. Et même malgré ça, c'est un film qui, en fait, dont le bouche à oreille, je veux dire, tu regardes des youtubeurs qui sont spécialisés dans la critique cinéma, des gens de chez nous, des compatriotes, la plupart, tu vois, pour comparer à un film qui est sorti une semaine après, je crois, c'est le fameux Astérix Obélix, qui probablement sera le pire Astérix Obélix avec des acteurs qui aient jamais été tournés, même le premier ou même l'avant-dernier était moins mauvais. Ouais. D'après ce qui se dit. Et en fait, là, un film qui a pas un gros budget, je veux dire, le décalage de budget entre Vaincre ou Mourir et le dernier Astérix, c'est n'importe quoi. On est dans l'ordre du 20 fois, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et en fait, pourtant, le Puy du Fou a réussi à faire un film qui, qualitativement, est bien meilleur. Ah oui, voilà. Évidemment, ça, c'est clair, quoi. Mais, enfin, disons que la critique qu'on va en faire, ça va être beaucoup plus constructif qu'autre chose, on va dire. Moi, je suis assez content parce que j'avais lu quelque part qu'en gros, si le film faisait 100 000 entrées, il rentrait dans ses frais, il faisait un peu de bénéf. Et en fait, il cherchait pas plus. Le film, au dernier box-office, il fait dans les... Attends, que je te dise pas de niaiseries. Moi, j'ai lu ce matin 257 000 entrées. 257 000 entrées, voilà. Ils ont doublé donc leurs attentes, quoi. Oui, effectivement, mais par contre, pour leur prochaine mouture, faut qu'ils aillent clairement dans du vrai cinéma, dans du truc de grand spectacle. Ils font déjà des grands spectacles, ils ont l'habitude de ce que c'est le grand spectacle, qu'ils le font dans le parc. Évidemment. Mais là, il faut vraiment qu'ils embrassent cette même logique dans le cinéma, parce que c'est ce que les gens veulent. En plus, le cinéma historique, c'est un genre qui revient timidement, mais qui en France, j'ai envie de dire, était pas trop fait, ou depuis longtemps. On en a fait énormément pendant toute la grande période, pendant toute cette période-là, il y a eu énormément de films historiques, tous les KPDP avec Jean Marais, oui, Gérard Philippe, etc. Voilà. Puis un des derniers films historiques, dans les plus récents, t'avais le Cyrano avec Depardieu et t'avais le Bossu avec Daniel Auteuil. Complètement. Ouais. Tu vois, par exemple. Ça, c'était deux films, t'avais tout un aspect historique, etc. Film français. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai, ce que tu disais, alors voilà, ils ont l'habitude par leur spectacle, parce que c'est justement un parc à thème. Alors ça, il me vient une observation, c'est que contrairement à Disney ou Parc Astérix, c'est le parc à thème qui crée sa production cinématographique. Oui. Et non le contraire. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et je trouve que c'est quand même une assez bonne expérience quand même. Hein. Alors Astérix, c'est d'abord une bande dessinée, après ça a été des dessins animés, et puis après un parc à thème. Mais comme Disney, ça a été des dessins animés, puis après ils ont fait deux parcs à thème, l'un à Orlando, l'autre en Californie. De ça, on est passé du studio au parc, et du parc aux produits dérivés des produits du studio. La preuve, quand ils ont acheté Marvel et Lucasfilm, derrière, ils ont très vite décliné ça en produits dérivés. Faut dire ce qui est, c'est pas sur les films que Disney fait son beurre. Ouais, complètement. Alors, il y a d'autres choses que j'ai pas vraiment aimé dans ce film-là. C'est la voix off qui est vraiment trop présente. Moi, elle m'a pas tant gêné que ça. Je dois admettre que la voix d'Hugo Becker, il a un timbre de voix qui est assez agréable à écouter. Oui. Alors, je suis d'accord que la narration en voix off, elle est très présente. Maintenant, ça m'a pas plus choqué que ça. En fait, à bien y réfléchir, la chose qui m'a gêné, c'est dans le mixage, parce que j'ai trouvé en fait que la musique était vraiment trop forte. Elle devrait être en dessous de la voix off. Ah oui. Alors que des fois, tu vois, elle était vraiment, mais bon, peut-être à revoir ça, ou à faire des modulations quand dans la fin de la voix off et que ça fasse une transition sur une scène d'action ou une scène d'émotion, par exemple, ça peut avoir du sens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Où tu montes le son, en fait, à la fin de ta narration pour introduire une scène vraiment, là, ça peut avoir du sens. Notamment justement quand ils commencent à partir en mode guérilla, puisque tu sais, quand ils reconnaissent que là on fait un peu de divulgachage, mais à un moment quand les Vendéens ils commencent à partir en guerre d'embuscade, en fait justement t'as cette transition entre la voix off, mais elle a un intérêt la voix off parce qu'en plus
c'est un peu ce qui se passe dans sa tête en fait, la voix off. C'est ses réflexions internes, j'ai l'impression, la voix off, puisque tu vois à un moment face à un petit garçon, bon, on va pas dire qui est le petit garçon en question, mais voilà, en gros, il est lui face à ses démons en fait dans sa voix off, c'est. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, je n'étais pas en train de dire que j'aime pas les films où il y a des voix off. En fait, si tu veux, c'est faut que ce soit bien utilisé. Ouais, voilà, il faut. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu anarchique. Alors anarchique, un peu comme dans le montage et les coupes des scènes de bataille. Moi, j'ai trouvé ça très documentaire, quoi, très scolaire, en fait. Voilà, tu vois le truc. Mais bah oui. Voilà, mais c'est un film qui s'est défini d'une manière et qu'on a redéfini à la va-vite d'une autre manière et qu'on a redéfini d'une autre manière. Donc du coup, voilà quoi. C'est ça. Alors, la dernière chose, je trouve qu'il faudra que dans leur prochain film, ils fassent appel à un dialoguiste. Parce que mais ça, le scénariste, alors le scénario, Vincent Mottez, bon, c'est très bien, il a été aidé par tous les historiens. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un travail d'équipe formidable. Mais vraiment, un dialoguiste, ça aurait pas été du luxe, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais un dialoguiste, c'est compliqué comme métier parce que, comme le disait Michel Audiard, un dialoguiste, il doit écrire pour des acteurs. Ouais, tout à fait, ouais. Alors qu'en fait, sur un scénario, les acteurs, ils s'adaptent. Alors qu'un dialogue, il y a beaucoup plus de complicité entre le dialoguiste et l'acteur, parce que justement, le dialoguiste, il écrit une réplique pour un acteur spécifique. C'est ce que Audiard disait pour tous les acteurs à qui il a écrit des dialogues, hein, que ce soit Ventura, Blier, Gabin et consorts. Alors qu'un scénariste, il a moins besoin de cette complicité. Mais par contre, oui, il leur faut un bon scénariste déjà. Enfin, ça c'est sûr et certain. Dialoguiste éventuellement, mais ça va vraiment dépendre en fait de ce qu'ils vont faire comme prochain film. On le sait pas. Hein. S'ils partent un peu sur la même logique que Vaincre ou Mourir, ben ils vont essayer de mettre en film, ce qui est un peu le but premier du Puy du Fou, c'était de mettre en film leur spectacle. Donc là, ils l'ont fait avec Le Dernier Palache pour Vaincre ou Mourir. Maintenant, il faut clairement qu'ils prennent le parti pris du cinéma et pas du docu-fiction. Clairement. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que ils ne peuvent que attirer des grands talents, en fait. Mais c'est ça. Ils ont déjà un savoir-faire dans l'historique, dans les cascades, enfin, je veux dire, un savoir-faire, mais qui est vraiment indéniable. Ils ne peuvent que attirer des grands talents, quoi. Et ce qui me fera bien plaisir, parce que ça va faire hurler de douleur tous les gauchistes. Donc, quelque part, ça peut me faire plaisir. Ce qui fait que des prochains films, alors je reconnais que j'en attends beaucoup. Donc, bon, on va voir. Hein. Mais alors, c'est paradoxal, parce que c'est vrai que c'est un ovni, hein. C'est vraiment un film que personne n'attendait, qui a fait écouler énormément d'encre. Mais maintenant qu'ils ont placé un standard de qualité, en fait, les gens s'attendent à quelque chose de ouf la prochaine fois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il va pas falloir qu'ils se plantent, quoi. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça. J'ai un peu le palpitant, tu vois, qui, voilà, tu vois. J'ai un peu le trac pour eux, quoi. C'est ça, quoi. Après, bon, faut pour revenir à l'aspect un peu plus polémique de la chose, il y a quand même des choses qui vont clairement pas avec ce film. Enfin, par exemple, le CNC qui a donné 2-3 sous pour la forme, et en fait, c'est la région qui a donné plus qu'autre chose. Honnêtement, enfin, c'est quoi ce cinéma français, sérieux? Après, bon, j'aime même pas partir sur les critiques des journaux, que ce soit du modérément, oui, c'est bien, mais du Figaro, ouais, c'est un torchon de Libé ou de l'Humanité. Et bon, j'ai envie de dire, là-dessus, c'est de bonne guerre, on s'y attendait, hein, y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est drôle de voir, par exemple, sur un site comme sur l'agrégateur Allociné, que la note presse, elle est de 1,3 ou 4, un truc comme ça. Et les spectateurs, ils sont à 3,9, 4, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ouais, en plus, critique spectateur, tu vois, pour 1754 critiques, t'en as 1154 qui sont à 5 étoiles, 453 à 4 étoiles, 54 à 3 étoiles, et pour les critiques entre 0 et 2, c'est les 45 pour 0 étoile et 22 pour 1. Ouais, bah, ça veut tout dire, hein. Quand on lit les critiques, alors j'ai même vu un truc, je sais plus, je crois que c'était sur Télé 2 ou je sais plus quoi. Là, on nage en plein complotisme de ces gens-là.
Oui, apparemment, t'as des gens qui ont fait des faux comptes pour pouvoir mettre, en gros, le film super-héros et machin. Donc en fait, la note, elle est pas normale. Ça devrait être plus la note presse, mais en fait non. Enfin, tu sais, c'est là, tu sais un peu comme ces gens qui deviennent fous parce qu'en fait, ils réalisent que le monde il tourne pas comme ils voudraient qu'il tourne. Bah là, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive là. T'as des journalistes spécialisés dans le cinéma qui sont en train de virer complotistes. Ouais, non, même pas complotiste. C'est en train de virer prêt pour l'asile, quoi. Ah oui, non, bah ça c'est clair. Hein. Moi, je me suis amusé un petit peu à regarder les critiques des youtubeurs. Bon, voilà, c'est. Oui. Alors, il y a une chose, moi, qui m'a fait marrer, mais alors quasiment chez tous. Même ceux qui ne sont pas forcément de droite, etc. Ils se sont tous sentis obligés de se justifier de parler du film. Alors ça m'a... Non mais franchement, je veux dire, bon, après, ça m'a fait rire le premier, ça m'a fait rire un peu le second, après, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Ah, c'est fatigant après. Ah ouais, non mais bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que hormis un qui a vraiment été ordurier avec elle, que je ne citerai même pas parce que il mérite pas, bah tous les autres n'ont pas au final eu une critique vraiment acerbe et super négative quoi en fait du film. Donc je pense que ces gens voilà, ils sont enfermés dans une espèce de bien-pensance qui voilà. Pas forcément, mais ils font attention. Je pense que pour beaucoup en fait. Ils font attention à leur gamelle. Oui, mais on peut pas leur en vouloir non plus, tu vois. Ouais. Ils essaient de se prémunir parce qu'ils connaissent leur communauté. La communauté des gens qui regardent des critiques de cinéma, elle est extrêmement variée, hein. T'as des gens qui sont autant, comment dire, matrixés, comme des gens qui comme toi ou moi, sommes dématrixés, en fait. Donc, je leur casse pas trop le sucre, les youtubeurs un peu normaux. Je parle pas des youtubeurs dont on sait qu'ils sont... Les youtubeurs lambda, quoi. Voilà, le youtubeur lambda. Moi, j'en ai vu 2-3 qui, je trouve, sont des gens qui font plutôt des critiques de qualité. C'est un film, en fait, qui, ironiquement, a été très aidé par l'apparition, la semaine d'après, d'Astérix. Oui. Parce qu'en fait, on a deux qualités. Donc, d'un côté... T'as un film avec un budget monstrueux, gigantesque, aidé par le CNC, enfin qui est le cinéma de la bande de copains, etc. L'autre, t'as un truc avec des acteurs qui aiment ce qu'ils font, ça se voit à l'écran, qui incarnent leurs personnages, tous, hein, pas que Hugo Becker. Et ça se voit en fait, et alors que l'autre en fait ils en ont rien à foutre. Enfin, t'as vraiment l'impression que quand tu regardes la bande-annonce, t'as vraiment l'impression que Canet il est en fin de dépression quoi. Allez en salle s'il vous plaît. Enfin, pour un Astérix ça fait moche quand même. C'est plutôt un personnage jovial, Astérix, qui justement est plutôt plein d'espérance. Il en a fait un vegan quoi. T'es quoi Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre toi? Des légumes. Des légumes? Hein? De tout ça et des fixes, des légumes. Oui, en plus, oui. C'est grand n'importe quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Bon, on va pas s'étendre plus sur les youtubeurs. Non, mais en fait, plus les acteurs. J'aimerais bien parler un peu des acteurs parce que les acteurs ont été pas mal sollicités. En plus, il y a une petite anecdote là, ce que j'ai écouté il y a pas longtemps. Une radio RCF Normandie qui avait fait un podcast avec Francis Renaud, qui est un des acteurs qui joue Jacques Maupillier, donc un des paysans vendéens du film. Et en fait, quand tu vois les acteurs et tout, alors par exemple Hugo Becker ou Rod Parado, eux ils écartent un peu la polémique. Pour eux, ça les intéresse pas. Mais c'est très bien d'ailleurs, tu vois qu'en fait ils disent pas que ça parce que c'est politiquement, on va dire, sage de le faire, mais parce que je pense que ça les intéresse vraiment pas, ils s'en foutent en fait de la polémique. Eux ils ont été contents de faire un projet qui les intéressait. Je sais pas si t'as pu voir Le Dernier Voyage avec Hugo Becker, qui est un peu son film de science-fiction. Oui, je l'ai vu ce film. Alors bon, je vais la faire courte. J'ai pas aimé le scénario, j'ai pas aimé ce genre de film, mais j'ai trouvé Hugo Becker excellent dedans. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que le film en fait, il casse pas trois pattes à un canard. En film de science-fiction, il est assez banal.
Mais par contre, tu sens que Hugo Becker, c'est un acteur de composition, tu vois, il va travailler ses rôles, etc. Et il là, en c'est veut, pareil il pour, mouille la chemise, quoi. Il mouille la chemise. c'est ça, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut chez les acteurs, en fait. Exactement. Quand t'as un acteur qui a cette passion-là pour son métier, hein, c'est comme pour n'importe quel métier, en fait, il va être beaucoup plus convaincant. Ouais, ouais. Et tu vois que, par exemple, quand pour l'émission dont je faisais référence, c'est une émission que les auditeurs et les auditrices pourront trouver sur YouTube, qui est une émission du Figaro où justement pendant 2 heures, je crois, il y a un journaliste ou un stagiaire du Figaro qui fait un entretien avec Hugo Becker et Rod Parado, et en plus ils vont manger dans un petit restaurant à Paris, etc. Oui, 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 je l'ai vu. Et Hugo Becker, tu sens qu'il est vraiment, c'est un passionné de son métier en fait, qui mouille la chemise pour se mettre dans la peau en fait des personnages qu'il doit incarner. Ouais, ouais. Et là, il a lu plein de choses sur Charette, plein de livres d'époque. Il a dû probablement lire des extraits de La Marquise de la Roche-Jacquelin, des choses comme ça. Et toutes ces expériences-là d'époque, plus tout ce que des gens comme Reynald Secher, l'historien spécialiste de la période et du lieu, ça l'a inspiré et nous a donné le résultat qu'il nous a donné. J'ai trouvé que c'est un acteur que je vais suivre. Pareil pour Rod Parado. Rod Parado qui est un jeune acteur qui lui en fait est pas du tout né dans le cinéma, qui à force de travail et de coups de chance, hein, comme ça arrive dans beaucoup de milieux, s'est retrouvé là à faire un très bon film. Et je trouve que c'est un acteur qui pareil mouille la chemise, qui est assez convaincu par ce qu'il fait. Et qu'on peut retrouver dans un autre film qui va paraître, parce qu'il va sortir en mars, Les Apaches, sur les fameux gangs des Apaches à Paris. Et genre je sais pas si j'irai voir le film au cinéma ou je le regarderai par d'autres moyens, mais je considère que c'est pareil, c'est toute cette bande d'acteurs là qui a joué dans ce film, c'est des acteurs que je vais suivre en tout cas. Alors, qu'est-ce que t'as pensé? Parce que bon, il y a Hugo Becker, d'accord, mais je pense qu'il faut tirer notre chapeau aussi à nos actrices françaises, à nos femmes françaises. Tout à fait. Alors Constance Gay qui joue le rôle de Céleste Bekele qui dit l'anglaise. Il y a Dorcas Copin qui joue Marie-Adélaïde l'irlandaise. L'irlandaise, oui. Pas l'anglaise. Ah, j'ai dit l'anglaise. À la boulette. Oui, Mon Dieu. Oui, t'as dit l'anglaise. Bon, je crois qu'il va y avoir un bêtisier. Il est pour moi celui-là. Ah oui, j'ai fait la boulette. Celle-là, on la garde. Non, celle-là, on la garde. T'as Dorca Copin qui joue, la comtesse de Marie-Adélaïde de la Rochefoucauld. Exactement. Et puis t'as Anne Serra qui fait la sœur de Charette, Marianne Charette. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et je trouve alors que ça passait de nos beautés françaises. Déjà le terme est bien choisi parce que oui déjà ils ont plutôt choisi des jolies actrices. Ils ont pas choisi Josiane Balasco quoi. Du chien hein. Ouais voilà, celle-là elle est faite, celle-là aussi on la garde. Non ils ont choisi des jeunes actrices qui en plus ont du chien, ont du charme et du port altier. J'ai bien aimé, alors même si on la voit pas beaucoup et que le personnage de Bulkeley, de la Céleste Bulkeley, est un peu plus travaillé, j'ai trouvé que le rôle de la comtesse de la Rochefoucauld en fait était bien joué, mais pas assez présent. Voilà, mais des trois en fait c'est celle que j'ai le mieux aimé. Bon après c'est le côté on va dire que c'est ta chouchoute. Obélix mon ami, tu es amoureux. Plus que l'autre, ouais. Bien que j'aime beaucoup les Irlandais. Hein. Enfin, elle est pas irlandaise, mais son personnage n'est pas irlandais, mais bon, admettons. Puis Bulkeley, bon, c'est le fameux régiment de Bulkeley, des gentilshommes irlandais qui se sont battus pour le roi de France. Et oui. Donc c'est pas rien. Hein. Qui était à Fontenoy avec Louis XV notamment. C'est ça. C'est un très vieux régiment de l'armée royale. Mais mais après, je trouve que les Amazones de Charette et sa sœur ont été très bien jouées. Pareil, c'est des actrices que je vais suivre. C'est des actrices qui ont joué dans des films dont j'avais jamais entendu parler. Je sais pas pour toi. Dorca Copin, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Et pourtant, elle a joué des petits rôles dans des films qui a priori étaient un peu connus, mais qui n'ont pas fait non plus on va dire le tintouin. Mais là par contre voilà, après je pense que pour tous ces acteurs là en fait le simple fait qu'il y ait une polémique autour de ça, tu sais, comme disent certains publicistes, il n'y a pas de mauvaise publicité, il y a juste de la publicité. Donc en fait le simple fait que tu aies une polémique autour de ce film, ça fait déjà énormément de pub. Ouais. Ce que j'ai appris c'est qu'elle a joué aussi dans Le Dernier Voyage apparemment. Dorcas Copin. Dorca ou Constance? Non. Dorca Copin, oui, Copin, tout à fait, ouais, on la voit. Elle a joué
Ouais, elle a joué dans des... Alors c'est vrai que c'est des films qui, pour moi, ils sont passés un peu inaperçus. C'est ça, mais c'est dommage parce que ça reste des acteurs et des actrices, prix tout confondus, hein, qui sont bons, objectivement. Après, alors faudra les suivre, faudra les voir à la longue, etc. Sur des rôles un peu plus exposés, parce que bon, c'est sûr que le personnage de La Rochefoucauld, le personnage de la Bunkelet, bon bah c'était plus des seconds rôles, mais c'est vrai que les seconds rôles et tout, ils auraient pu les exposer un peu plus et ça aurait été plus intéressant. Ouais. Alors moi, ce que j'espère, enfin pour tous les acteurs de Vaincre ou mourir, c'est qu'ils ne soient pas boudés non plus par la bien-pensance du cinéma français. Ah, ça c'est pas sûr, hein. Ça, oui. Connaissant un peu, enfin vu le milieu, bon, mais c'est pas grave. Enfin, à la limite, si le cinéma dominant les boude, ben le Prix du Fou les récupérera, puis ça fera des acteurs Prix du Fou, puis ça fera des très bons acteurs, et puis je leur souhaite tout le meilleur et qu'ils me gagnent même des prix parce que ce genre d'acteurs mérite d'avoir des prix du cinéma. Même si on sait aujourd'hui que bon, la distribution des Oscars, des Césars et tout ça, bon, c'est pas que dû au talent des acteurs et des actrices, malheureusement. Mais oui. Ça l'a été pendant très longtemps et maintenant c'est plus le cas. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Après, par rapport à la polémique autour du film, en fait, je trouve ça très bien qu'il y ait eu cette polémique. Je sais pas ce que t'en penses. Bah finalement, ça en fait la pub. Je regardais les commentaires aussi de la chaîne YouTube dont je ne veux à aucun prix donner le nom, oui. mais je regardais les Tout le monde commentaires. saura de quoi il s'agit. Voilà. Mais dans les commentaires, mais pas tous évidemment, enfin une grande partie d'entre eux, j'ai dit ah ouais, merci de dire autant de mal, ça me donne envie d'aller le voir. Enfin, bon, tu vois, ce genre de commentaires. Donc moi quelque part voilà, ça c'est bon. Ça. Je suis même allé regarder sur leur page de Facebook, etc. Ouais. Ils en parlaient. Alors les mêmes commentaires, alors, ils se sont fait troller en fait par tout un tas de gens. Et quelque part, ça m'a fait plaisir, quoi. Non, mais je veux dire, au-delà de la chaîne qu'on connaît tous les deux, mais dont nous n'évoquerons pas le nom tel Voldemort, ou même des canards comme l'Humanité ou Libération ou l'Obs. Mais par contre, j'ai trouvé que ce que j'ai trouvé très intéressant avec cette polémique autour du film, c'est qu'en fait, justement, tout le récit autour du fait que précisément on avait cette révolution immaculée qui était, pour reprendre un peu un couplet de l'International, qui était l'avenir du genre humain, etc. Bah là, un premier coup de canif. Et en fait, on voit bien qu'ils se sont excités parce qu'ils ont très bien compris que ce coup de canif, ça pouvait être le premier d'une série et que de toute façon, il y avait déjà d'autres coups de canif avant qui avaient été faits. Mais là, tu sais, c'est un peu comme un anticorps en fait qui voit un corps extérieur en fait qui vient, et je trouve que pour le coup, c'est les anticorps, ils sont plus aussi virulents qu'avant. Ouais, c'est ça. Et ils sont plus aussi verrouillé qu'avant, et en fait le simple fait que t'aies le Puy du Fou qui ait pu sortir son film dans les conditions que l'on sait et tout ça, fut un temps en fait ça aurait été impossible. Alors je vais reparler un petit peu des acteurs, parce qu'il y en a un qu'on a oublié et que j'ai beaucoup aimé, enfin c'est un acteur qui en général que j'aime beaucoup, c'était Jean-Hugues Anglade, qui était excellent dans la série Braco. Oui, tout à fait. Et que j'ai trouvé très bon dans le rôle du député Albert Ruel. Ouais, et puis enfin il est excellent en perfidie, hein. Il est parfait dans son rôle. Ah, il est parfait dans son rôle. Puis il y en a un autre aussi, c'est Grégory Fitoussi qui joue le rôle du général Travaux. Ouais, qui est excellent, qui fait un bon miroir avec le personnage de Charette. Justement, j'aime bien la fin où t'as ce respect des deux généraux en fait. Ils se sont pas fait de cadeaux, mais il y a un respect entre deux hommes d'armes, tu vois. Il y a quelque chose d'honorable, je trouve. Tout à fait, ouais. Oui, non, enfin, vraiment le gros point fort de ce documentaire fiction de luxe, on va dire, haut de gamme, oui. c'est la distribution. Vraiment, ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé. C'est la distribution de ce film-là. Oui, ça là-dessus, ils ont vraiment été au top là-dessus. Ouais, ils ont vraiment. Là-dessus, il y a eu du génie. Après, c'est un film, je trouve ça, c'est un des trucs qu'on devrait dire aussi, c'est que c'est un film qui a pas été distribué dans énormément de salles.
qui aurait mérité d'être distribué dans plus de salles que ça. Enfin, c'est un film qui a fait 150 et quelques copies en première semaine. Ils ont doublé en deuxième semaine, et là, on est en troisième semaine. Le film, il est plus dans le box-office. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, bah oui. Mais c'est un film, à mon avis, il aurait vraiment dû. Pourtant, moi, je sais quand on est en troisième semaine, il est encore là chez moi, pas loin, et je regardais, il y a encore dans plein de cinémas autour de Paris. Après, je sais pas pour toi s'il y a encore. Alors, j'ai pas regardé, je t'avouerai, j'ai pas. D'accord. Mais bon. Moi, je sais qu'il le donne encore, mais bon. Quand j'étais allé le voir avec des gens du cercle d'Île-de-France, en fait, on était dans une petite salle qui était bondée, hein, elle était noire de monde, à tel point que avec ceux qui sont arrivés en retard, en fait, ils ont même pas trouvé de siège, tu vois, ils sont assis par terre, quoi. Et on a applaudi à la fin du film. Bon, je t'avoue qu'on a un peu aidé, hein, mais ouais. Ah ben, je me doute. Chute. Moi, il y a une chose que j'ai ressentie, c'est vraiment une volonté d'une ambiance vraiment épique du film. Oui. Et par là, je veux aussi tirer mon chapeau à tous les figurants, même si clairement, il n'y avait pas assez de figurants dans ce film-là. Mais ils ont dégagé une authenticité, tu sais, dans la souffrance, dans leur expression de visage et dans leur façon de parler, où ça dégageait vraiment une authenticité comparée à d'autres films où tu les vois les gens souffrir avec des dents propres, tu vois, ou trucs comme ça. Bon. Là, tu vois vraiment qu'au niveau des maquillages et tout ça, ils ont fait un super boulot, quoi. Mais enfin voilà, après c'est encore une fois, enfin chapeau bas à la chef costumière du Puy du Fou et à son équipe, parce que bon voilà, c'est tout à fait, ouais. Il y avait rien à dire. Les figurants, en fait c'est des figurants du Puy du Fou, donc j'ai envie de dire pour beaucoup c'est des vétérans. Enfin le Puy du Fou c'est un parc avec des figurants qui quasiment se passent le rôle de figurants de génération en génération. Enfin ça fait 2 générations je crois. Une qui commence à partir et l'autre qui est déjà bien arrivée, de gens de bénévoles en fait du parc qui font des figurants et qui permettent au parc d'avoir toute cette vie un peu cinématographique au final, parce que ouais. Alors je suis jamais allé au Puy du Fou, mais pour avoir des retours de camarades qui sont allés, tu vois cette ambiance avec les figurants qui sont à fond dans leur rôle, etc. Enfin c'est génial. Ah ouais, non, mais voilà, c'est ce qui a fait que cette authenticité a bien transpiré dans le film là. Ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, quoi. Très bien, mon cher Castellan, on conclut. Je pense qu'on peut éteindre la caméra et retourner à nos pénates. Alors, chers amis, c'est le moment pour moi de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, de partager, ça nous fera plaisir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être notifié de chacune de nos nouvelles publications. Ça, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer le cercle gentilhomme le plus proche de chez vous. On est présent dans 17 régions de France et c'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin que nous puissions améliorer sans cesse la qualité de nos émissions et nous suivre sur les réseaux sociaux, hein. Tous les liens sont dans la description et dites-nous si on doit continuer ce genre de format. Est-ce que le cinéma vous intéresse? Alors, dans cette émission, alors c'est vrai on va peut-être en parler 5 minutes. C'était notre volonté, au fait, de faire découvrir ou faire redécouvrir, en fait, le cinéma français. Tout à fait. Le vieux cinéma français. Ouais, alors, pas que français, hein, parce que t'as des très très bons films étrangers. Oui, je pense notamment à des films comme les films d'Eisenstein, ou d'autres films, hein, les Errol Flynn, les John Wayne, des trucs comme ça c'est des excellents films. Mais principalement des films français, oui, tout à fait. Ouais. Alors, dites-nous en commentaire si ce genre d'émission vous intéresse. Et sur ce, devenez royaliste, protégez le foie catholique et vive le roi. Vive le roi.